Je suis donc ici pour répondre à la question que beaucoup de gens se posent, et donc je vous rassure tout de suite, je vais vous répondre à cette question. Sommes-nous destinataires d'un monde créé pour nous? La réponse sera oui. Je ne sais pas en fait. Pas trop sûr encore de la réponse, mais en fait c'est une question qui, en tous les cas, c'est une question qui aujourd'hui peut paraître un petit peu anachronique parce que les préoccupations actuelles, elles remettent bien en cause cette question-là, du fait que tout ce qui se passe, toutes les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui sur la nature, sur le réchauffement climatique, sur la pollution, sur tout un tas de choses, d'une certaine façon, toutes ces questions-là sont bien des occasions de nous remettre à notre place, à tous les sens du terme, dans le sens notamment, elles nous remettent au milieu de la nature en quelque sorte. On est en train de comprendre que peut-être qu'on a usé de la nature d'une manière un peu exagérée et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de faire un peu plus attention à tout ça. Et pourtant, c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, on a pu penser qu'on était en effet les destinataires des richesses naturelles, quelles qu'elles soient. Bon. Cette question, justement, là, elle va être l'occasion, puisque sur le programme, je suis un petit peu présenté comme celui qui doit... Alors de nouveau, puisque j'étais déjà venu pour ça, vous présenter un peu la pensée de Spinoza, je suis censé m'orienter un petit peu vers la pensée de Spinoza. Je ne vais pas me limiter à la pensée de Spinoza, parce que la question demande à ce qu'on prenne un peu de distance, et en revanche, elle va être l'occasion, cette question, de mesurer le chemin parcouru, c'est vrai, à partir du XVIIe siècle. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on va essayer de comprendre un petit peu le moment de basculement qu'a pu être la période du XVIIe siècle, du XVIe, XVIIe siècle. Période extrêmement importante dans la pensée de la nature, dans le rapport à la science. Hein, c'est ça que j'aimerais essayer de voir avec vous ce soir. Et puis, on pourra éventuellement... étendre un petit peu, dans le cadre de la discussion, si vous voulez, ce que vraiment la pensée de Spinoza a pu apporter et comment, depuis, on ne pense plus tout à fait de la même manière. Voilà. Je vais essayer de voir ça. Je vais faire, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, je crois que c'est 4 petits moments très, très, très simples. Hein. L'essentiel, c'est qu'ensuite on puisse avoir une petite discussion, donc je vais essayer de ne pas être trop bavard. D'habitude, je suis toujours trop bavard, mais là, j'ai essayé de faire plus court, là, vous allez voir. D'ici 10 minutes, j'ai fini, moi, à peu près. Alors, le premier point que je voudrais évoquer avec vous, qui est tout simple, hein, ce sont les conceptions anciennes qu'on a pu avoir du monde, qu'on a pu avoir de la nature et qu'on a pu avoir du monde. Alors, je vais me limiter à deux, parce que, évidemment, à lui tout seul, c'est un thème qui pourrait nous occuper pendant des heures. Je vais me limiter à deux extrêmement simples pour qu'on prenne des repères sur cette vision qu'on a pu avoir de la nature, qui nous amenait à nous penser comme les destinataires de cette nature. Dans les conceptions anciennes du monde, j'en retiens deux essentiellement. La conception bien connue du monde dans le cadre de la religion, hein, ça c'est tout à fait simple. Dans le cadre des religions monothéistes modernes, pour s'en tenir à peu près à ce qui nous est familier, qu'on soit croyant ou pas, il est clair que Dieu est conçu comme le créateur de toutes choses, et il est clair aussi que les hommes eux-mêmes se perçoivent comme des créatures, donc des êtres créés par Dieu, mais à qui ils doivent tout, en quelque sorte. Hein. Les hommes doivent tout à Dieu, autant l'existence que tout ce qu'ils trouvent autour d'eux, et de ce point de vue-là, eh bien, le monde, la nature, sont en quelque sorte perçus comme des dons que Dieu a fait à l'homme, que Dieu a mis à disposition de l'être humain. Bon, l'être humain, donc, manifestement comme le destinataire de la nature, du monde et de la nature. Alors, j'ai repris quelques petits textes que tout le monde connaît, plus ou moins. Hein, j'ai repris le début de la Genèse, en Genèse 1, 24, 28. On a quelques formulations là comme ça que tout le monde connaît. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi.
En 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. En 26, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et en 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bon, comme ça, le programme, il est simple, je vous donne tout ça et vous en faites tout ce que vous voulez, c'est à votre choix, c'est à votre disposition. Bon, on peut remarquer quand même que dans cette petite liste-là, il y a deux ordres qui sont institués. Il y a d'abord un ordre chronologique qui est intéressant parce que, qui fait que les animaux sont créés par Dieu avant l'homme et la femme. J'insiste pas sur le fait qu'il s'agit ici de la première création d'Adam et Ève, parce que dans la Bible, à quelques paragraphes de distance, vous avez deux fois la création d'Adam et Ève. Vous voyez que là, ils sont créés hommes et femmes, tout de suite. Alors que dans la deuxième création, Adam est créé seul. Et ce n'est que dans un deuxième temps que Dieu va créer Ève. Pardon ? Qui bricole pour faire la bonne femme. Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a une faute d'accent, il y a une erreur de traduction. Hein, donc, oui. Dieu aurait pris une côte d'Adam, mais en fait, l'idée, ce serait plutôt que Ève soit aux côtés d'Adam. Enfin bon, il y a un petit truc bizarre. Mais enfin, là c'est donc la première création d'Adam et Ève, en quelque sorte, hein, qui sont créés en même temps. C'est quand même, ça change quand même pas mal de choses. Sans doute pour la condition de la femme ensuite. Alors, donc, il y a au moins deux choses qui sont instituées ici. Il y a au moins deux ordres qui sont institués ici. D'abord, il y a un ordre chronologique, donc qui fait que les animaux sont créés par Dieu avant la création de l'homme et de la femme. Les animaux, là, sont créés, comme vous l'avez noté, ils sont créés par espèce, autrement dit, pas individuellement, en quelque sorte. Hein. Ils sont bien créés par espèce. Et il y a une sorte d'indifférenciation des animaux, les uns par rapport aux autres. Il y a des grands groupes, le bétail, les serpents, ou je ne sais quoi, les oiseaux, les poissons. Bon. Et au bout du compte, donc, ils sont bien là, créés en étant mis au service des êtres humains, au service de l'homme. Et d'autre part, il y a évidemment un ordre hiérarchique qui est exprimé dans ces phrases, puisque si l'homme est créé en dernier, il tire quand même sa spécificité d'être fait à l'image de Dieu. D'accord ? Dieu fait l'homme à son image, bon, à la ressemblance de Dieu. Et donc, il se distingue radicalement des animaux, il n'est pas un animal comme un autre, d'accord ? En ceci que sa nature fait de lui un être qui a sans doute plus de rapport avec le divin qu'avec l'animalité, étant fait à l'image de Dieu. Bon, c'est précisément ça qui va faire que l'homme peut disposer à toute liberté de disposer des animaux, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme est clairement désigné ici comme le destinataire de tout ce qui est créé dans la nature. Bon. Et du même coup, il doit tout à son créateur lui-même. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, ça, c'est donc le point de départ que tout le monde connaît. On a tout ça en tête. Bien. Une deuxième conception ancienne du rapport à la nature, du rapport au monde, c'est la conception qu'on trouve chez les Grecs. Parce que vous savez bien qu'à un moment ou à un autre, il faut toujours qu'on revienne chez les Grecs parce qu'ils ont un peu tout inventé ou pas loin. Alors, ce qui caractérise le monde des Grecs, la conception du monde qu'ont les Grecs, c'est que ce monde, il est clos, il est fermé. Il est fermé parce qu'il est contenu dans ce que l'on appelle la sphère des étoiles. Vous avez la Terre qui est immobile au centre et vous avez 7 planètes qui tournent autour. Mais parmi les 7 planètes, il faut compter la Lune et il faut compter le Soleil, évidemment. Parce que le Soleil, pour les Grecs, il tourne autour de la Terre, bien évidemment. Bon. Et donc, eh bien, tout ça, toute cette conception fermée du monde que l'on trouve chez Aristote,
au IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on va trouver chez Ptolémée, qui est un autre très grand astronome au IIe siècle après Jésus-Christ. Eh bien, toute cette conception, elle va faire autorité pendant très longtemps. Toute cette vision du monde, elle va faire autorité. Bon, si je développe la conception d'Aristote lui-même, parce que Aristote va avoir une influence extrêmement importante par la suite, on peut constater aussi que la physique d'Aristote, Aristote il a touché à tout, hein, c'est un très grand philosophe, mais il a fait aussi de la science, il a essayé de développer la connaissance des animaux aussi, et puis il a fait de la physique, etc. Et précisément, la physique d'Aristote, la réflexion d'Aristote sur la physique, vous savez que physique, ça vient du grec, hein, précisément, c'est le mot physis qui signifie la nature en tant qu'elle est ordonnée, en tant qu'elle obéit à des événements réguliers, à des lois. La physique d'Aristote, elle est régie par le principe qui gouverne tout ce que l'on appelle chez les Grecs le cosmos. Alors vous savez que le cosmos, c'est cette idée que la totalité de ce qui existe, donc que nous pouvons observer dans le ciel en particulier, la totalité de ce qui existe occupe une place bien précise. Chaque chose y occupe une place bien précise. Tout est organisé dans le cosmos. C'est la totalité organisée. Le contraire du mot cosmos, c'est le chaos. La totalité, mais alors dans tous les sens. Bon. Donc la physique d'Aristote, elle est régie par le principe suivant lequel toute chose occupe une place qui est la sienne et qui a été voulue par la nature. Bon. L'ensemble est donc ordonné et chaque chose dans le cosmos a un comportement qui est défini par le lieu naturel qui est le sien. Alors ça veut dire une chose extrêmement simple, enfin si on peut dire, ça veut dire que quand Aristote il regarde ce qui se passe sur la Terre, il se rend compte que si on jette un caillou par exemple, il va retomber sur la Terre. Donc ça veut dire que les objets qui sont sur la Terre ont un lieu naturel qui est d'aller vers le bas, vers la Terre. Bon. Et puis les objets qui sont dans le ciel et qui tournent toujours autour de nous, qui restent dans le ciel immobile comme les étoiles, eh bien ces objets-là, manifestement, leur lieu naturel, c'est de rester dans le ciel. D'accord? Alors voilà, de cette observation, il dégage ce genre de loi-là. Il comprend les comportements des choses en fonction du lieu naturel qui est le leur. Bon. Il se trouve que toute la philosophie d'Aristote, pas simplement la science, pas simplement la physique, mais toute la philosophie d'Aristote repose sur cette idée-là, sur l'idée que chaque chose occupe une place qui est la sienne, même parmi les êtres humains. Aristote va soutenir l'idée que, par exemple, il y a des maîtres par nature et il y a des esclaves par nature. Chacun occupe la place que la nature a décidée pour lui. D'accord? Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus non plus, ça paraît un peu scandaleux d'entendre une parole comme celle-là. Bon, mais on est dans un mode de pensée où Aristote finalement traduit ce qui est à l'œuvre dans la pensée grecque, les choses sont à leur place. Bon. Et donc, du même coup, eh bien, puisque toute chose est à sa place, donc que ce soit en termes de physique, de métaphysique, de politique, de morale, eh bien, Aristote a donc pensé la nature elle-même, au sens du milieu naturel, au sens des animaux. Il a pensé tout ça selon un schéma très simple, à savoir que chaque chose dans la nature a donc une finalité qui lui est propre. Chaque chose dans la nature obéit à un but, à une fonction à remplir qui lui est propre, et qui est donc la traduction de cette idée que chaque chose occupe bien une place qui est la sienne. Donc, à partir de là, eh bien, on va trouver ce passage que vous avez sur vos feuilles également, qui est un passage tiré des Politiques, ouvrage donc de philosophie politique d'Aristote, mais qui explique les choses extrêmement nettement et qui permet de déduire précisément quelque chose à propos de l'être humain lui-même. Les plantes existent pour les animaux, et les animaux pour l'homme. Les animaux domestiques pour le travail qu'il en tire et la nourriture. Les animaux sauvages, sinon tous, du moins la plupart, pour sa nourriture et pour d'autres secours puisqu'il en tire vêtements et autres instruments.
Si donc la nature ne fait rien d'inachevé ni rien en vain, il est nécessaire que ce soit pour les hommes que la nature ait fait tout cela. Voilà, j'ai répondu à la question, je vous remercie de votre attention. C'est QFD. Voilà, c'est très simple. Toute chose est à sa place, toute chose a une finalité, toute chose a un but à remplir. La nature a tout organisé, a tout prévu. Donc vous voyez hein, comment c'est très simple. Hein. Les plantes existent pour les animaux pour l'homme, les animaux domestiques pour le travail, la nourriture, et puis tout ça. Bon, voilà. Alors, on trouve donc ici le mode d'explication des choses de la nature qu'Aristote utilise en permanence. En fait, la réflexion scientifique d'Aristote, c'est toujours très intéressant d'étudier la science d'Aristote, parce que, pour aller un petit peu vite, d'une manière un peu schématique, mais en gros, c'est à peu près, je crois que c'est à peu près pertinent ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, la réflexion d'Aristote, Aristote a débroussaillé tous les champs de la science, ou à peu près. Il a débroussaillé le champ de la physique, il a débroussaillé le champ de l'anatomie animale, par exemple. Il a débroussaillé plein de champs comme ça. Il a utilisé une méthode de réflexion, de rationalisation qui est extrêmement intéressante. Et à peu près toutes les affirmations scientifiques qu'il énonce sont fausses. Elles sont à peu près toutes fausses. Il a une conception du monde qui est à peu près en termes notamment de la physique par exemple, qui est à peu près toute fausse. Ce que je dis là peut apparaître absolument scandaleux, sans doute, aux oreilles d'un défenseur d'Aristote, mais je ne dénigre pas Aristote quand je dis ça, parce qu'en réalité, Aristote est le point de départ de pratiquement toutes les recherches scientifiques qui ont suivi. Vous comprenez? Ce qui est intéressant avec Aristote, c'est qu'il a une démarche de réflexion qu'on peut considérer de nature scientifique. Le contenu même de ses affirmations est à peu près faux à chaque fois, mais ce faux qu'il défend en quelque sorte va être le point de départ de tout un ensemble de recherches qui, elles, vont amener à beaucoup de choses qu'on va découvrir et qu'on va pouvoir corriger en quelque sorte. Bon. Voilà, donc Aristote est un cas vraiment très très intéressant, c'est un génie absolu qui dit plein de choses qui ne sont pas pertinentes, mais qui les développe d'une manière qui va être extrêmement instructive pour la suite. Bon, et alors précisément, sa réflexion scientifique, elle repose essentiellement, en physique notamment, elle repose essentiellement sur quatre problèmes. C'est-à-dire qu'Aristote, il s'efforce toujours de répondre à 4 questions particulières pour comprendre la nature qui l'entoure. Il travaille en essayant de trouver 4 causes distinctes. Vous allez comprendre, je vais aller très très vite sur les 3 premières. Il considère que le travail du scientifique, c'est d'abord de comprendre la cause matérielle des choses, c'est-à-dire de comprendre en quelle matière sont faites les choses. Il faut comprendre la matière des animaux, la matière du corps humain, etc. D'accord ? Réfléchir sur la question de la matière. La deuxième, c'est la cause formelle. C'est la forme qui a été donnée à la matière en question. Voilà. Quelle est la forme? Comment est-ce qu'on peut décrire la forme de telle et telle chose? La troisième, c'est la cause efficiente. C'est-à-dire que là, il faut essayer de savoir de quelle manière l'agent, en quelque sorte, a façonné la matière dans telle ou telle forme particulière. Quel a été l'effet recherché, en quelque sorte. Et puis surtout, c'est la quatrième qui est la plus importante, Aristote considère qu'il faut comprendre la cause finale. Et vous entendez bien dans finale le mot finalité, le mot fin, c'est-à-dire le mot but, le mot objectif. D'accord? But visé. Donc, il faut comprendre les choses. Pour comprendre les choses, il faut en comprendre la cause finale, le but qui est visé par l'agent quand il a donné cette forme particulière à cette matière particulière, pour donner donc une espèce animale, pour donner un organe particulier, etc., etc. La cause finale, la finalité. Bien. Donc, encore une fois, Aristote, dans cette démarche, c'est la dernière cause. Pour Aristote, c'est la dernière cause qui est la plus importante à comprendre. On ne connaît vraiment quelque chose que lorsqu'on en connaît
la finalité. Bon. Toute la représentation aristotélicienne de la nature, elle repose, elle est fondée sur ce principe-là de la finalité. Bien. Donc, on cherche du même coup, selon ce schéma de pensée, on cherche du même coup à répondre à la question « Pourquoi telle chose existe ?» D'accord ? En vue de quoi telle chose existe-t-elle? En vue de quoi ou pourquoi avons-nous des mains? Comme ça. La réflexion d'Aristote, c'est de se demander pourquoi nous avons des mains de cette forme-là, avec les capacités qui sont les siennes. D'accord? La réponse d'Aristote, ce sera de dire, eh bien, nous comprenons que nous avons des mains pour pouvoir nous servir d'outils, pour pouvoir prendre, pour pouvoir toucher, etc., etc. Bon. Or, dans cet extrait que l'on a lu ensemble, là, il apparaît que la finalité dernière de la nature, de l'organisation de la nature, c'est l'être humain lui-même. D'accord? C'est l'homme lui-même, puisque la nature ne fait rien d'inachevé et ni rien en vain, et que du même coup, donc, tout ce qu'elle a fait, il est nécessaire que ce soit pour les hommes que la nature ait fait tout cela. Bon. Il est nécessaire que ce soit pour les hommes que la nature ait fait tout cela. Bon. Donc, ça veut dire que toutes les choses, vous remarquez le petit glissement qu'il y a là, c'est que toutes les choses n'existent que pour autre chose, alors que les hommes existent pour eux-mêmes. Ah oui, on a quand même ce petit privilège là, faut pas, on est les premiers, enfin, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein. Mais les animaux n'existent que pour d'autres animaux qui existent pour d'autres animaux qui existent pour l'homme. L'homme, il existe pour lui-même. Voilà, et tout a été fait pour lui. Bon. Alors vous comprenez que l'homme, comme ça, il est au centre du monde, puisque la Terre est au centre, elle est immobile, que les planètes tournent autour. Donc, voilà, la nature a prévu que nous étions au centre comme ça. Bon, alors, ça c'est donc deux parmi plein d'autres conceptions anciennes de la nature qui, très clairement, nous font comprendre que la nature, nous en sommes les destinataires et qui fait que nous n'avons pas de questions à nous poser là-dessus. On passe à un deuxième point maintenant. Maintenant, on va basculer dans l'époque moderne. Basculement dans l'époque moderne. Alors, ce que j'appelle l'époque moderne, ce n'est pas les 8 derniers jours. Hein. Ce que j'appelle l'époque moderne, vous le savez certainement, c'est une époque qui remonte à peu près au XVIe, XVIIe siècle, hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a un moment là où quelque chose s'est passé et où on a basculé dans ce qui va devenir l'époque moderne. Soyez conscients quand même que, tout en ayant dit que des choses à peu près fausses, Aristote, la science d'Aristote va faire autorité pendant plus de 2000 ans. D'accord? À peu près, hein, sur tout un tas de choses. La science d'Aristote va faire autorité. Elle va notamment être reprise, notamment dans la conception du monde avec la Terre qui tourne, enfin qui tourne pas et tout le monde qui tourne autour. Elle va notamment être reprise par l'Église chrétienne. Enfin, toute cette conception de la nature va être reprise par l'Église chrétienne, qui voit une confirmation philosophique de son propre ordre du monde. D'accord? Dieu ayant mis l'homme au centre, la créature préférée, etc., etc. Bien. Cette persistance de cette manière de penser, elle est appliquée à toute chose, encore une fois, aux espèces animales, aux organismes, etc., etc. Je voudrais également vous faire comprendre que cette manière de penser, même si scientifiquement elle a pu être remise en cause à partir du XVIe, XVIIe siècle, je vais y revenir tout de suite, il faut bien comprendre que quand même cette manière de penser, elle reste très imprégnée dans notre esprit. Nous en sommes totalement imprégnés nous-mêmes, je veux dire. Et par exemple, je vais vous donner un petit exemple qui fait toujours rire mes étudiants, parce que c'est quand même un truc assez énorme. Un texte qu'on trouve en 1784, donc on est déjà bien entré dans la modernité, hein, et la science a déjà fait des progrès, mais quand même, vous avez quelqu'un comme Bernardin de Saint-Pierre, donc, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Études de la nature », donc il y a une prétention quand même à savoir un peu de quoi il parle, et qui écrit des choses quand même tout à fait étonnantes. Regardez comment c'est fait. Il n'y a pas moins de convenance dans les formes et les grosseurs des fruits. Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes, d'autres pour sa main, comme les poires et les pommes.
D'autres, beaucoup plus gros, comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille. Vous n'aviez jamais compris pourquoi les melons avaient une peau qui était striée avec des rayures comme ça. C'est parce que les parts sont déjà prédécoupées en quelque sorte. Donc, une nature bienveillante ou un Dieu bienveillant nous indique que ça, c'est fait pour être partagé et être mangé en famille. Voilà. Donc, vous imaginez que Bernardin de Saint-Pierre, il est persuadé comme cela que, en quelque sorte, il y a un sens à ce que ce fruit-là soit de cette forme. Il a un autre texte absolument fabuleux sur la taille des feuilles des arbres. Il explique par exemple que dans les pays tempérés, bon, les feuilles des arbres sont assez petites, ce qui n'est pas très grave, puisque de toute façon, il ne fait pas assez chaud pour faire la sieste. En revanche, dans les pays tropicaux, où il fait très chaud, les feuilles des arbres sont très larges. Et là, c'est magnifique parce que ça couvre très très bien, ça fait une ombre parfaite pour pouvoir faire la sieste. Ce qui est nécessaire parce que là, on a besoin de faire la sieste. Voilà. Donc pour lui, tout a été prévu comme ça, par un Dieu bienveillant, etc. Bon, voilà. Il se trouve que quand même, avant Bernardin de Saint-Pierre, d'autres penseurs peut-être un petit peu plus puissants, enfin je ne sais pas, à vous de juger, avaient quand même fait évoluer les choses, et je vais m'en tenir seulement à deux grandes avancées scientifiques qui vont avoir lieu au XVIe siècle. Alors évidemment, la première, vous la connaissez, on l'appelle la révolution copernicienne, du nom évidemment de Nicolas Copernic. Alors Nicolas Copernic, né en 1473, mort en 1543, évidemment, il a révolutionné la science, il substitue l'héliocentrisme, le Soleil au centre, au géocentrisme, c'est-à-dire à l'idée que ce soit la Terre qui soit au centre. Bon, je ne vais pas m'y arrêter évidemment parce que ça peut me prendre plusieurs heures aussi, mais Copernic, quand on parle de la révolution copernicienne, non seulement il révolutionne la science parce qu'il révolutionne la représentation qu'on se fait du monde, parce que tout d'un coup, la Terre n'est plus au centre, hein, elle tourne autour du Soleil. Bon, déjà, ça c'est quand même quelque chose d'un peu traumatisant. Et d'autre part, ce qu'on appelle une révolution copernicienne, c'est surtout que Copernic va s'y prendre d'une manière tout à fait originale pour faire cette hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre que pour expliquer le mouvement des planètes que nous observons, il faut introduire dans ce mouvement le mouvement de la Terre elle-même. Donc une partie du mouvement que nous observons est due au mouvement de notre propre position à nous. Voilà. En gros, et puis il va introduire des mathématiques également. Ça va être une des premières fois où vraiment les mathématiques vont faire leur entrée en sciences. Et Copernic, de ce point de vue-là, va être absolument, absolument génial. Je ne m'y arrête pas trop, hein, mais on pourra y revenir si vous voulez juste après. Bon. Il y a une autre très grande révolution scientifique au XVIe siècle. On en parle souvent, enfin on en parle un petit peu moins à mon sens. C'est l'apparition de l'anatomie. C'est le développement de la branche de la médecine qu'on va appeler l'anatomie. Et qui va être dû à son grand inventeur, c'est un médecin de Bruxelles, qui est né en 1514 et qui est mort en 1564, et qui s'appelait André Vézal. Alors pourquoi je parle d'André Vézal? Eh bien parce que, d'une certaine manière, si l'anatomie, l'intérêt pour le corps humain a pu apparaître, c'est que on a commencé à désacraliser le rapport que nous avons au corps. Le corps n'est plus aussi sacré qu'il a pu l'être, ou du moins c'est le signe que quelque chose est en train d'évoluer dans cette époque bien particulière. Il y a un philosophe, un sociologue actuel, contemporain, qui s'appelle David Le Breton, qui dans un ouvrage qui s'appelle Anthropologie du corps et modernité, a dit la phrase suivante: l'individuation de l'homme va de pair avec la désacralisation de la nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Il y a une chose très bizarre à ce moment-là, c'est qu'on commence à se distinguer les uns des autres en termes d'individualité, en quelque sorte. La notion d'individu apparaît à ce moment-là. Je ne vais pas y insister, simplement ça permet à ceux qui essaient de comprendre comment ça fonctionne, ça permet en quelque sorte de désacraliser un peu le rapport au corps et du même coup d'essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur, parce que évidemment c'est sacré et donc on n'a pas le droit d'ouvrir un corps, on n'a pas le droit de voir la machine en quelque sorte. Mais petit à petit, là ça va commencer à apparaître et on va commencer
à faire des études comme ça très, très poussées. Or, cette désacralisation de la nature, pourquoi j'insiste sur ces deux découvertes-là? Eh bien justement parce que il y a une chose qui est très amusante, si on peut dire, c'est qu'en fait le traité de Vézal, le traité d'anatomie de Vézal, qui s'appelle le De Humani Corporis Fabrica, ça fait toujours bien de citer un peu de latin, donc voilà, je le fais. Donc ce qui veut dire la fabrique du corps humain, ce qui est intéressant comme titre. Pensez bien, c'est un ouvrage de 700 pages avec 300 illustrations. C'est un ouvrage absolument magnifique, c'est absolument incroyable. Et il est paru en 1543. D'accord? Et il se trouve que le De Revolutionibus Orbium Coelestium, autrement dit de la révolution de l'orbe céleste, le grand ouvrage de Copernic dans lequel il énonce cette hypothèse de la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien, est paru en 1543. La même année. La même année, vous avez deux livres qui sont en quelque sorte le signe que quelque chose est en train de changer dans le rapport que nous avons avec la nature. La nature n'est plus quelque chose de sacré où on lit les intentions divines en quelque sorte. La nature est un ensemble de phénomènes qu'on peut étudier par nous-mêmes en nous donnant des méthodes vers laquelle nous pouvons aller, que nous pouvons interroger pour voir comment elle fonctionne, que ce soit dans le corps humain ou dans le ciel. Voilà. Là, il y a quelque chose vraiment de très très fort qui se joue, parce que du même coup, le savant s'approprie l'objet de son étude. Et il n'y a plus quelque chose d'interdit et de tabou dans le rapport à la nature. On est donc au XVIe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle, et on va basculer tranquillement jusqu'au XVIIe siècle, comme ça, parce que là, quelque chose est en train de s'installer, en quelque sorte. Alors, il se trouve que, justement, dans le passage de ce XVIe au XVIIe siècle, là, dans ce moment très important, le rapport au phénomène naturel, donc, change profondément, et en particulier, on prend conscience que pour comprendre les phénomènes naturels, il faut qu'on sache un peu mieux ce qu'on fait, comment on s'y prend. Ouais, alors comment ça marche, mais surtout comment on s'y prend pour les comprendre. Il faut théoriser la démarche scientifique en quelque sorte. Et là, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle un petit peu important qui s'appelle Francis Bacon. Rien à voir avec le peintre anglais, mais c'est un exact homonyme. Francis Bacon, qui est né en 1561 et mort en 1626, il va écrire un ouvrage qui s'appelle le Novum Organum, dans lequel il va insister, par exemple, sur un point très simple. Je ne reprends qu'un tout petit point, alors que le livre est beaucoup plus riche que ça, bien sûr. Il constate simplement une chose, c'est que si on s'interroge à partir du principe de la cause finale, comme le fait Aristote, eh bien, non seulement une telle question n'est pas utile à la compréhension, mais surtout elle est néfaste à la compréhension du phénomène naturel ou de la chose que l'on étudie. Pour une raison très simple, c'est que tant qu'on se pose la question pourquoi c'est comme ça, en vue de quoi c'est comme ça, on ne voit pas véritablement l'objet en question, on ne voit l'objet qu'en fonction de l'usage que nous pouvons en faire. Et donc, ça n'est pas la question pourquoi qu'il faut se poser quand on fait de la science, c'est la question comment. Comment ça fonctionne, ce truc-là, mais indépendamment de nous, bien évidemment. Donc, là, au moins, il y a une prise de conscience, c'est qu'en réalité, tant que... Alors pour nous, ça nous paraît évident, hein, mais tant qu'on ne se pose que la question pourquoi et pourquoi c'est fait comme ça, etc., pourquoi les melons, pourquoi tel fruit de telle ou telle dimension, je ne sais quoi, eh bien, nous allons projeter sur les objets de la nature une vision totalement anthropocentrique. On ne va pas arrêter de se voir dans la finalité de cet objet, on va également percevoir la nature selon un point de vue totalement anthropomorphique, pour le coup. Comme si la nature obéissait au même mécanisme que nous, au bout du compte. Bon. Alors, donc là déjà, il y a ceci qui bascule. On ne va pas se poser la question pourquoi, mais on va se poser la question comment. C'est-à-dire, on va essayer de s'interroger sur la mécanique de la nature qui fait que, voilà, les fruits ont telle forme ou je ne sais pas. Bien. Et alors, dans cette logique, évidemment, et dans la continuité de Bacon, je ne peux pas ne pas citer un certain René Descartes. Cocorico, tout ça, enfin bon, voilà, quand même. René Descartes, alors lui, je vous donne les dates aussi, 1596-1650.
facile, il meurt en plein milieu du XVIIe siècle, et il meurt à l'époque où tout est révolutionné, en quelque sorte. Tout est transformé, tout se transforme à ce moment-là. Et alors, précisément, c'est dans cette logique que l'effort qui est initié par Francis Bacon, en quelque sorte, va prendre tout son sens avec Descartes, et on va regarder le petit texte de Descartes tiré du discours de la méthode. Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, j'ai coupé un petit bout de texte, ces notions donc, elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Bon. Alors c'est un texte fameux, ça, c'est un texte très célèbre, dans lequel donc Descartes définit ce qu'il entend par une philosophie pratique, à la différence d'une philosophie seulement spéculative. Une philosophie spéculative, ce serait une philosophie purement théorique, en quelque sorte, qui ne s'intéresse qu'à la connaissance, qu'au savoir. Alors qu'une philosophie pratique, c'est une philosophie qui s'intéresse à l'exploitation que nous pourrions faire de notre savoir, à l'usage que nous pourrions faire de notre savoir. L'idée est donc assez simple, c'est que si nous arrivons à connaître les lois de la nature, connaître les lois de la nature, ce n'est pas une fin en soi. Connaître les lois de la nature, ça doit nous permettre, donc il le dit bien, des phénomènes naturels, la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, etc. Il s'agit bien des phénomènes naturels dont il faut connaître les lois. Bien. Eh bien, si nous comprenons les lois, phénomènes, en tant qu'ils sont soumis à des... les phénomènes naturels, pardon, en tant qu'ils sont soumis à des lois mécaniques, on doit pouvoir en déduire quelle utilisation pratique on peut en faire. D'accord? Ça va? L'idée, c'est bien de comprendre que la nature obéit à des lois mécaniques et qu'en comprenant les lois mécaniques de la nature, évidemment, on doit pouvoir exploiter l'eau, l'air, le feu, etc., etc. Ça veut dire que, et ça c'est pareil, c'est assez difficile de s'en rendre compte parce qu'aujourd'hui on baigne tellement là-dedans qu'en fait on ne s'en rend plus compte du tout. Mais d'une certaine façon, Descartes, il théorise ici ce que son époque commence à comprendre, est en train de saisir, c'est que, au lieu d'avancer séparément, comme elles l'ont fait plus ou moins jusque-là, de manière relativement aléatoire, eh bien, la technique d'un côté et la science de l'autre doivent désormais progresser ensemble. Ça veut dire que le progrès technique, Descartes le pense ici, le théorise ici, comme devant être l'application pratique des progrès que l'on fait en science. Aujourd'hui, ça va de soi. Aujourd'hui, quand on demande à des gens, je ne sais pas, quelles sont les dernières inventions scientifiques ou les dernières découvertes scientifiques, ah, bah c'est comment faire marcher tel ou tel appareil, Internet ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, là, on va parler d'invention technique, justement, d'application. Nous, on a du mal à faire le lien, à faire la séparation, pardon. Alors que Descartes, lui, il invente le lien entre les deux. Il comprend que travailler sur les lois de la nature, c'est pouvoir se donner des outils ensuite pour appliquer des progrès techniques, pour développer des progrès techniques. Bon. Et vice-versa d'ailleurs, hein, puisque si le progrès technique évolue, on va pouvoir avoir des instruments qui vont nous faire avancer plus vite aussi en science. Je vous fais noter juste en passant que c'est à partir de cette époque-là, XVIIe siècle, que la science va progresser d'une manière extrêmement rapidement. Extrêmement rapide, hein. Ça va être beaucoup plus efficace à partir de là, justement quand on aura compris ça. Bon. Or, si Descartes voit bien la nature comme un ensemble de phénomènes qui obéissent à des lois mécaniques, son projet quand même est bien, il le dit à la fin de ce texte, de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Vous avez noté que le mot le plus important dans cette phrase, c'est « comme ». C'est le mot « comme ». Parce qu'il est bien évident que l'homme ne peut pas se prétendre maître et possesseur de la nature. Il écrit quand même en 1600, le discours de la méthode, c'est en 1637. Il y a
a des gens qui ont grillé pour moins que ça à l'époque, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il est bien évident qu'il ne peut pas il fait très très attention à ce qu'il écrit. Il faut qu'il écrive comme maître et possesseur de la nature, parce que sinon on se mettrait à la place de Dieu, on se mettrait au niveau de Dieu, et donc il faut absolument... Donc le mot le plus important là-dedans, c'est comme maître et possesseur de la nature. D'autant plus qu'on n'est pas les inventeurs de la nature, donc on ne l'a pas créée, la nature, il est bien évident qu'on peut essayer de la comprendre pour l'exploiter, mais c'est tout. Bon, mais l'idée qui nous intéresse ici, c'est qu'au moins quand même si nous ne nous en pensons plus comme les destinataires de la nature, parce que vous comprenez que le projet, c'est quand même d'essayer de comprendre la nature telle qu'elle est, et en oubliant ou en écartant Dieu en quelque sorte, hein, en essayant de faire abstraction de Dieu d'une certaine manière. Mais il n'empêche que quand même dans cette formule, dans cette expression, et beaucoup de gens le lui ont reproché par la suite, même si c'est parfois un peu malhonnête, mais sa phrase quand même, elle donne à l'être humain une position un peu surplombante quand même, parce que l'idée c'est quand même de nous rendre comme maître et possesseur de la nature, comme si ça allait de soi. Comme si ça allait de soi. Hein, voilà, j'entendais ce matin à la radio Philippe Descola, par exemple, le grand anthropologue, là, qui expliquait que là, c'est vraiment une position très moderne, enfin, c'est très moderne et très occidentale, en quelque sorte, hein, très, très marquée. Bon. Et donc, voilà, cette idée, c'est quand même de se penser comme étant au-dessus, de surplomber la nature et de se dire, bon, ben voilà, maintenant que je vais la connaître, je vais pouvoir l'exploiter dans tous les sens. Bien. Alors, c'est maintenant le moment de Spinoza. Spinoza, si vous voulez, moi ce qui me fascine avec Spinoza, c'est que je considère que c'est le grand continuateur de Descartes. Il continue Descartes, et comme il mène Descartes au bout de sa logique, il renverse complètement Descartes. Voilà la conception un petit peu que je me fais de Spinoza. Alors, mon troisièmement, donc c'est ça, c'est la pensée de Spinoza. Spinoza, c'est 1632-1677. 1632-1677. Je suis toujours effaré de dire ces dates en me disant ce type il est mort au sortir de l'adolescence et il a écrit une œuvre, j'exagère un peu, mais il a écrit une œuvre absolument incroyable, quoi. Enfin, bon, voilà. Alors, vous comprenez donc 1632, ça veut dire que Descartes n'a plus que 18 ans à vivre, entre guillemets, hein, c'est pas très classe de dire ça comme ça, mais enfin, Descartes meurt en 1650, donc 1632, 1666, il est vraiment le continuateur, en quelque sorte. Hein. Or, il se trouve que le grand reproche que Spinoza adresse à Descartes, c'est donc de ne pas être allé au bout de son projet, qui est de comprendre la nature selon les lois mécaniques qui régissent les phénomènes. Voilà, l'idée c'est ça. Or, il y a un objet précisément sur lequel Descartes achoppe, d'une certaine façon, c'est la compréhension de l'âme humaine. Spinoza reproche à Descartes de ne pas être allé au bout, notamment dans la compréhension de l'âme humaine. Pour le dire en deux mots, vous connaissez ça évidemment puisque vous êtes des habitués, vous savez que selon Descartes, l'homme est composé de deux substances, hein, l'âme qui est la substance, je vais commencer par le corps qui est la substance étendue sans pensée, d'accord, c'est de la matière mais ça ne pense pas, et puis l'âme qui est la substance pensante et sans étendue, c'est de la pensée mais c'est immatériel, pas d'étendue, donc immatériel, bien. Et donc, si on en est à cette idée-là, ça implique que l'âme étant immatérielle, elle est donc inexplicable par les lois mécaniques de la nature. Vous me suivez bien? D'accord? Ou pour le dire autrement, ça veut donc dire que d'une certaine façon, par son âme, l'homme échappe aux lois de la nature. Par son corps, il est complètement pris dans la nature, mais par son âme, il a un pouvoir, il a une capacité de se sortir de la nature. D'où le début de la troisième partie de l'Éthique, le grand ouvrage de Spinoza, qui dit la chose suivante, vous avez le petit texte sous les yeux, ceux qui ont écrit, alors c'est clair, hein, ceux qui ont écrit, c'est Descartes, de toute façon, 10 lignes plus bas, il va nommer Descartes. Ceux qui ont écrit sur les affections et la conduite de la vie humaine semblent pour la plupart traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Voilà, ça c'est la phrase très célèbre hein, de Spinoza, une des phrases très célèbres. Et précisément, lui, Spinoza,
veut, c'est tout le projet de son œuvre et de l'éthique en particulier, montrer que l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire qu'il n'échappe pas aux lois de la nature, le grand empire qui serait la nature, et puis nous qui serions une sorte d'empire neutre, comme ça, totalement exempt de l'influence de la nature. Non, ça ne peut pas fonctionner. Et, en quelque sorte, et Spinoza va plus loin que Descartes, parce que c'est ça l'objet de sa réflexion, c'est que même pour ce qui concerne l'âme de l'être humain, je ne vais pas rentrer dans la description de tout ça, parce que là c'est très complexe, mais même pour ce qui concerne son âme, l'âme de l'être humain, elle doit être comprise. Là, je vais, à la toute fin de la préface à la troisième partie, je ne vous ai pas repris cette phrase, mais il écrit la chose suivante, son âme, elle doit être comprise comme s'il était question de lignes, de surface et de solide. L'âme de l'être humain doit donc être comprise aussi comme un phénomène d'ordre mécanique. Voilà, je vais aller plus loin que Descartes en quelque sorte, je vais plus loin que Descartes. Bon. Ça va, je ne vais pas trop vite? C'est bon? Vous me dites, hein? N'hésitez pas. Hein? La dame, elle fait la moue là, derrière. Vous pouvez répéter la dernière Allez, je vais répéter la dernière phrase, voilà. C'est-à-dire que là, le petit texte que vous avez sur votre feuille, c'est le début de la préface à la troisième partie, donc dans l'éthique. Et la phrase que j'ai citée, moi, c'est la dernière phrase qui est à la fin de la préface. Donc celle-là, vous ne l'avez pas. Et donc l'idée, c'est que si l'homme n'est pas un empire dans un empire, ça veut dire que, pour Spinoza, il est clair, l'homme n'échappe pas aux lois de la nature. D'accord? Et donc, même son âme, même l'âme de l'être humain, doit être comprise, entre guillemets, comme s'il était question de lignes, de surface et de solide. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme humaine elle-même doit être comprise aussi comme un phénomène naturel, comme un objet naturel, c'est-à-dire selon les lois de la mécanique. Voilà. Il y a cette idée-là. Bien. Alors ça signifie que le projet de Spinoza consiste au moins à penser deux choses qui nous font définitivement sortir Il faut que j'accélère un petit peu, moi, parce que le temps passe quand même. Deux choses qui nous font entrer plutôt dans la modernité. Première chose, c'est que l'être humain ne doit donc pas, ça c'est clair pour Spinoza, l'être humain ne doit donc pas se considérer comme destinataire de la nature, ou en tant qu'il serait placé au-dessus de la nature. Il est lui-même une partie de la nature, d'accord? Il est une expression particulière de la nature dans le déploiement de sa puissance. Voilà, je ne vais pas trop m'appesantir sur ces expressions-là, mais en gros, donc ça veut dire que tout chez lui, tout chez l'être humain, son comportement, toutes ses conduites, doivent être étudiées comme l'effet sur lui des lois de la nature. Tout le comportement de l'être humain doit être étudié comme l'effet sur lui des lois de la nature. Ça va ça? Vous allez voir, je vais vous éclaircir ça par la suite. Et deuxième chose, eh bien, justement, parmi ces conduites, c'est là, attention, ça va être costaud là, il faut vous accrocher bien. Parmi ces conduites, deuxième chose, donc, le fait même qu'il puisse croire que la nature autour de lui a été mise à sa disposition par un Dieu bienveillant est un effet de l'action des lois de la nature en lui. Là, je pense que je vais vous la refaire, celle-là. Ah oui, oui. Hein? Ah bah oui, parce que là, c'est le nœud du truc. Là. Bon, je suis venu pour vous dire cette phrase-là, en fait. Bon, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, parmi ces conduites, parmi les conduites de l'être humain, le fait même qu'il puisse croire que la nature autour de lui a été mise à sa disposition par un Dieu bienveillant, c'est son humanité. C'est un effet sur lui de l'action des lois de la nature. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Voilà. Mais pourquoi? Ah ben j'arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, donc, cette croyance, cette représentation du monde dont il serait le centre et le destinataire, sans doute qu'elles doivent être réfutées, sans doute qu'elles doivent être remises en cause, mais surtout elles doivent être étudiées parce qu'elles disent quelque chose de la nature même de l'être humain. Cette croyance comme quoi le monde a été mis à sa disposition, cette représentation du monde comme s'il en était le centre et le destinataire, tout ça, cela dit quelque chose de l'être humain, dans la mesure même où
cela révèle une certaine action des lois de la nature sur lui-même. Ce n'est pas encore trop clair ce que je suis en train de vous raconter, mais vous allez voir, enfin j'espère, hein, on va essayer d'éclairer ça. Donc, en quelque sorte, il ne faut pas simplement chercher à réfuter cette idée que le monde a été mis à notre disposition, il faut surtout comprendre ce que cette idée dit de nous. Qu'est-ce que cette idée dit de nous? Qu'est-ce que cette idée dit de ce qui se joue en nous, des mécanismes auxquels nous sommes soumis en quelque sorte? Voilà, c'est cette chose-là qui est un tout petit peu complexe. Alors, regardons, pour comprendre ça, pour essayer de comprendre ça, il faut repartir de la définition du finalisme, qu'on va reprendre avec Spinoza. Donc, quelques extraits de l'éthique. Les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes, en vue d'une fin, et vont jusqu'à tenir pour certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin. Ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. Ah, alors là, il y a plein de choses. Il y a 4 éléments qui sont formulés là-dedans. Il y a 4 choses qui sont formulées là-dedans. Bon, 2-3 choses sur lesquelles je vais très vite. D'abord, la finalité, ça signifie que nous voyons les événements comme s'ils obéissaient à un but, hein, comme si nous considérions que les événements naturels obéissaient à des intentions en vue de nous. Bon, ça, en vue d'une fin, donc j'y reviens pas, on a déjà vu ça. Deuxième chose, ce qui est dit également, c'est le parallèle qui est fait entre les événements naturels quand on les perçoit comme ça, d'accord, ou les objets naturels, les animaux, etc. Le parallèle donc entre les événements ou les objets naturels et le mode d'action qui est propre aux êtres humains. Il nous dit bien, il nous dit bien comme eux-mêmes, d'accord. Toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. Autrement dit donc, il se trouve que les êtres humains, nous agissons comme ça. Pourquoi est-ce que j'invente un marteau? J'invente un marteau pour enfoncer des clous. Je fais ça pour ça. Donc c'est notre manière de faire à nous. Bien. Ce qui veut donc dire que là, il y a une sorte de projection sur la nature d'une activité qui est proprement une activité humaine. Bien. Troisième chose, on appelle ça un anthropomorphisme en gros, hein, l'idée de voir la nature sous une forme humaine. Il y a une troisième chose, on voit bien que cet anthropomorphisme, il est étendu. Alors, Spinoza nous dit des choses de la nature à Dieu lui-même. Il semble que, en quelque sorte, si les choses tendent vers une fin comme cela, c'est qu'il y a bien un Dieu qui a tout pensé de cette manière-là. Bon. Un Dieu conscient, etc. Bon. Et remarquez une dernière chose qui est quand même très très intéressante, c'est le 4e élément qui apparaît à la fin de ce texte, c'est que dans cette représentation générale de la finalité de la nature, il se trouve que l'homme lui-même a une finalité particulière. On lui donne une finalité. Regardez bien le texte, à savoir que il aurait été fait, alors sans doute qu'il a cette représentation que la nature a été faite pour lui, bon, ça c'est très bien, d'accord, mais d'autre part en retour, exactement, d'autre part en retour, c'est que l'être humain lui-même, il a une finalité qui est de rendre un culte à Dieu. Et alors, ce qui est formidable avec cette formule de Spinoza, c'est qu'en fait, il nous explique qu'il apparaît que Dieu lui-même agit exactement comme les êtres humains. Puisqu'en fait, de ce point de vue, donner la nature aux hommes ne serait pas une fin en soi, donner la nature aux hommes de la part de Dieu, ce serait à la condition qu'en retour, vous me rendiez un culte. Donc j'agis moi aussi, Dieu, comme étant animé par le souci de la finalité, etc. Bon. On aurait un Dieu en quelque sorte un peu intéressé. D'accord ? Je veux bien vous donner la nature, mais à condition que vous me rendiez un culte. Voilà ce que montre Spinoza dans cette représentation de tout ça. Bon. Et alors donc, eh bien, on comprend que, d'une certaine façon, on comprend ici que leur représentation des choses, leur imagination de la nature, l'imagination que les hommes ont à propos de la nature, elle est fondée sur un problème majeur, nous dit Spinoza. D'où ça vient, ce problème, cette représentation que les hommes ont tendance à avoir de voir la nature comme leur étant destinée? Eh bien, Spinoza nous dit en fait, cela vient d'une chose essentielle, qui est que les hommes,
je cite une phrase de Spinoza, naissent sans aucune connaissance des causes des choses. Alors je vous préviens, ça va être costaud là encore. On a encore une petite difficulté à sauter ici, là. Ça veut dire donc que spontanément, les hommes ignorent que les choses ont des causes. Ça va? Spontanément, les hommes ignorent que les choses ont des causes. Du même coup, ils ignorent qu'ils sont eux-mêmes des choses qui ont des causes. Ou bien, on va le dire autrement, les hommes ignorent que leurs idées, que leurs représentations sont des choses qui ont des causes. D'accord? Donc ils vont avoir une tendance à adhérer à leurs idées, adhérer à leurs représentations, sans comprendre la mécanique qui est à l'œuvre et qui permettrait de comprendre d'où elles viennent, ces représentations. On s'en tient en quelque sorte aux représentations que nous avons, par exemple que nous avons du monde, sans véritablement s'interroger sur « oui, mais d'où ça vient que j'ai cette représentation-là » D'accord? Donc les hommes ont tendance à ignorer que les choses ont des causes et principalement que eux-mêmes, voire leurs idées, leurs représentations, sont des choses qui ont des causes. Vous comprenez ça? Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre. Or, précisément, eh bien, Spinoza montre qu'en réalité, leur rapport aux choses, quand il cherche à les expliquer, est en fait moins attentif aux choses elles-mêmes qu'à ce qui leur convient à eux. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Hein. Le melon qui est strié, là, bah, c'est formidable, hein, pour nous c'est génial. Bon. Et donc, en quelque sorte, Spinoza nous dit, les êtres humains, partant de cette ignorance, ils ont évidemment beaucoup plus tendance à voir les choses telles qu'elles leur apportent un intérêt quelconque, telles qu'elles présentent un intérêt pour eux, plutôt que de voir les choses elles-mêmes. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il semblerait qu'ils regardent les choses plutôt par rapport à leur intérêt, donc, que de manière un peu objective, un peu rationnelle. Alors, nous sommes là au cœur de la pensée de Spinoza. Rassurez-vous, j'ai presque fini. Je vais encore être un peu trop long. Mais, bon. On est là au cœur totalement de la pensée de Spinoza. À savoir que, donc, je reprends l'idée. Croire ou penser ou s'imaginer que nous sommes destinataires d'un monde créé pour nous découle en fait, très exactement, de l'action en nous d'au moins une loi fondamentale, une loi de la nature fondamentale que l'on retrouve dans toute chose dans la nature. Et là, je ne vous l'ai pas mis sur votre feuille parce que je voulais que vous l'entendiez, je voulais même que vous l'écriviez pour ceux qui prennent des notes, parce que c'est quand même la phrase la plus célèbre de Spinoza. Il se trouve que les êtres humains sont comme les autres êtres de la nature, à savoir qu'ils obéissent à cette loi. La loi fondamentale de la nature pour Spinoza, c'est ça, c'est que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Chaque chose, autant qu'il est en elle, c'est-à-dire autant qu'elle en a le pouvoir, autant qu'elle le peut, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ça n'a l'air de rien, mais c'est cette phrase-là qui est au cœur de toute la pensée de Spinoza et qui va nous permettre de comprendre voilà, si le monde nous est destiné ou pas, ou ce qu'il faut en comprendre de tout ça. Essayez de bien visualiser cette phrase. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. On ne parle pas seulement des êtres humains, on parle de toute chose dans la nature. Ça veut dire concrètement que ce soit un être humain ou que ce soit un virus, par exemple, là, celui qui nous embête un peu depuis quelque temps, là, un virus, il cherche quoi? Il cherche juste à persévérer dans son être. Il cherche juste à trouver le meilleur variant possible pour redevenir contagieux, pour emmerder tout le monde. Enfin, c'est pas pour emmerder tout le monde, d'ailleurs. Ils s'en foutent d'emmerder tout le monde. D'accord? Il ne cherche pas à vous embêter quand vous avez le virus. Il cherche juste à survivre, c'est tout. Il cherche juste à persévérer. Voilà. Il n'est ni méchant, ni quoi que ce soit. Il essaie juste d'exister. C'est comme les mauvaises herbes dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser dans votre jardin. Enfin, je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour vous forcément, mais les mauvaises herbes, elles ne sont pas plus mauvaises qu'autre chose. Hein. Elles sont juste là pour persévérer dans leur être, c'est tout. Et puis, j'ai beau les arracher, elles reviennent, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elles persévèrent dans leur être. Bon. Donc, ça veut dire que l'essence de toute chose, c'est ça. C'est que, autant qu'elle en a le pouvoir, c'est de produire, de persévérer, c'est de produire un effort, de persévérer dans son être.
On appelle ça le conatus, hein, c'est le mot latin conatus qui veut dire effort, c'est le terme qu'on trouve chez Spinoza. Et donc, eh bien, en quelque sorte, ça veut dire que naturellement, toute chose va vers ce qui lui paraît utile, vers ce qui lui semble être utile dans cet effort. Toute chose essaye d'échapper à ce qui semble lui être utile. Je prends toujours un exemple qui est toujours le même. Vous faites le noir chez vous, vous baissez tous vos volets, il y a juste un tout petit soupirail ou une petite fenêtre qui reste ouverte quelque part, vous allez avoir vos plantes vertes qui vont aller, qui vont s'efforcer de persévérer dans leur être, qui vont prendre une forme bien particulière. Voilà. Donc dans la nature, c'est ça qui est à l'œuvre partout. Bien. Et alors précisément, eh bien, puisqu'on va vers ce qui favorise cet effort, et qu'on essaye d'éviter ce qui contrarie cet effort, eh bien, pour les êtres humains, justement, c'est probablement ça qui oriente leur vision du monde autour d'eux. Vous voyez le petit texte après, normalement vous avez ça, je crois, sur votre feuille. À propos des êtres humains, donc, eh bien, ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses. Ça, c'est vrai, on retrouve l'expression de cause finale. Ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies, et se tiennent en repos quand ils en sont informés, n'ayant plus aucune raison d'inquiétude. Alors, vous voyez ce que dit Spinoza. J'ai failli dire Aristote, parce qu'évidemment, il fait allusion à Aristote, là. C'est qu'en fait, voulant, entre guillemets, comprendre les choses de la nature, en réalité, les êtres humains font quoi? Ils se contentent seulement de chercher uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies, et non pas leurs causes mécaniques. Non pas leur cause mécanique. Et vous comprenez pourquoi? Parce que quand ils vont, entre guillemets, connaître les causes finales, quand ils vont s'imaginer les causes finales, et quand ils en seront informés, comme dit Spinoza, eh bien cette réponse, qui correspond très exactement à leur propre mode d'action aux êtres humains, ben, du même coup, ça va les rassurer, ça va les... comment dire, ça va les conforter dans leur effort pour persévérer dans leur être. Ils n'auront plus d'inquiétude, en quelque sorte, puisqu'ils auront compris à quoi ça sert, cet animal. Pourquoi est-ce que le cheval a un creux comme ça? Ah, ben c'est simple, c'est pour jouer aux cow-boys et aux indiens, c'est tout bête. C'est pour pouvoir faire du cheval, justement. Une fois qu'on a compris ça, ou qu'on croit avoir compris ça, les êtres humains se disent, eh ben ça a du sens. Et si ça a du sens, ben je vais mieux. J'ai compris le sens de tout ça. Donc, les êtres humains, en quelque sorte, sont non plus d'inquiétude, ce sont les expressions utilisées par Spinoza, ils seront en repos au sens où ils seront tranquilles, ils seront rassurés. Tout a un sens. Voyez? Et donc, eh bien, au lieu de rechercher les causes réelles des choses, eh bien, les êtres humains sont beaucoup plus soumis à l'effet sur eux de leur désir, de leur intérêt, c'est-à-dire que croire que la nature obéit à tout un ensemble de finalités et qu'ils sont les destinataires de la nature, croire ça, ben, c'est en quelque sorte permettre à leur effort pour persévérer dans leur être d'être plus satisfait, d'être favorisé, et donc du même coup, eh bien, on comprend bien que cette conception de la nature, elle obéit à une loi naturelle qui est en eux. Ils sont rassurés comme ça. Est-ce que vous m'avez bien suivi jusque-là? Est-ce que ça va, ça? D'accord? Bon, autrement dit donc, je résume ce point-là, et j'ai un dernier tout petit point, mais très rapide, et encore, on peut peut-être s'en passer. Non, je vais le dire quand même. Autrement dit, donc, les hommes, les êtres humains, pensent dans le sens de ce qui favorise leur effort pour persévérer dans leur être. D'accord? Ils interprètent la réalité qui les entoure pour y voir ce qui convient à cet effort et pour leur permettre d'augmenter leur puissance, en quelque sorte. Bon. Ce que les hommes veulent, entre guillemets, savoir avec plein de guillemets, ce que les hommes veulent savoir à propos de la nature, c'est que les événements et les choses y ont du sens. Ils ont du sens, en plus, par rapport à eux, beaucoup plus que d'être attentif au mécanisme même de la nature. Ça va, ça? Ouais. Bref, ils cherchent plutôt ce qui les conforte, ce qui les arrange, ce qui les rassure, en quelque sorte. Bon, vous voyez que c'est bien une loi de la nature, ça, hein, qui agit sur nous, en quelque sorte. Nous sommes mobilisés par cette loi de la nature. J'ai juste un quatrième petit point très rapidement. Il se trouve que dans la fin
dans la fin de l'appendice à la première partie de l'éthique de Spinoza, qui est magnifiquement expliquée dans cet ouvrage, hein, d'ailleurs, enfin, je dis ça comme ça, dans la fin de l'appendice à la première partie, il se trouve que Spinoza dresse une liste de notions qui sont elles-mêmes assez significatives de ce point de vue-là. Il nous dit par exemple que les hommes, eh bien, ils conçoivent le bien, le mal, l'ordre, la confusion, le chaud, le froid, la beauté, la laideur, etc. Et il nous explique en fait tout ça, ça apparaît aux êtres humains comme étant des choses qui existent objectivement. Voilà, il y a le bien, il y a le mal. Bon, par exemple. Et je lis un petit bout de la fin de l'appendice, là. Les hommes n'ont pu manquer de former ces notions par lesquelles ils prétendent expliquer la nature des choses. Or, précisément, même pour juger leur propre conduite, par exemple, ils vont parler de péché, blâme, mérite, louange, etc. Comme si les valeurs morales, en quelque sorte, étaient constituées indépendamment des hommes eux-mêmes. Mais en fait, Spinoza nous explique qu'en réalité, les hommes croient pouvoir juger de leur conduite par rapport à ces valeurs morales objectives, alors qu'en réalité, c'est le contraire qu'ils font. En réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'ils font, ils ont des valeurs particulières qu'ils appliquent sur leur comportement, et ils pensent que ces valeurs existent de manière objective. Regardez ce qui est écrit juste après, je crois que vous avez aussi cette phrase. Les hommes donc ont appelé bien tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, mal ce qui leur est contraire. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais vous savez peut-être que quand on parle de Dieu chez Spinoza, ce n'est pas un Dieu créateur. Hein. Quand on parle de Dieu chez Spinoza, c'est la nature. Voilà, c'est la totalité, c'est la nature, c'est la substance. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Donc là, voilà, le culte de Dieu, bon, là c'est tout à fait ambigu. Mais en fait, Spinoza nous dit quoi là? Les hommes donc ont appelé bien tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, mal tout ce qui leur est contraire. En fait, l'enjeu pour toute chose, donc, c'est en réalité l'affirmation de cette puissance à persévérer dans son être. Bien. Et du même coup, le bien et le mal ne sont rien d'autre pour les êtres humains, d'après ce que nous dit Spinoza, ne sont rien d'autre pour les êtres humains que la traduction en termes de moralité, en termes de morale, de ce qui pour eux est en fait bon ou mauvais, de ce qui pour eux avantage leur effort pour persévérer dans leur, ou au contraire contrarie cet effort. Donc, c'est bien concrètement, et c'est le terme de santé qu'il utilise, c'est bien concrètement par rapport à leur santé que le bien contribue, parce que les hommes, en quelque sorte, vont valoriser les actions qu'ils considèrent comme bien, alors qu'en réalité, ce sur quoi ça fait du bien, c'est sur leur effort même de persévérer dans leur être. Voilà, quand on va respecter ce genre de choses. Donc, au bout du compte, eh bien, je suis au regret de vous faire cette réponse, c'est que la question était de savoir si le monde était créé pour nous et destiné, et si nous en étions les destinataires. Eh bien, si on en croit la pensée de Spinoza, non seulement le monde n'a pas été fait pour nous, nous sommes nous-mêmes, non pas au-dessus ou au centre, mais en plein milieu de la nature. La preuve, c'est que nous sommes constitués des mêmes éléments que ce qui constitue la nature en général. Et puis 3, le fait même que nous croyions être les destinataires de la nature est encore l'action sur nous de la nature elle-même. Merci de votre attention. Merci.